Bienvenue dans le débat. Imaginez un instant que vous construisiez une forteresse à la pointe de la technologie. Vous dessinez des plans parfaits, vous érigez des murs en béton armé, vous placez des tours de guet symétriques. D'accord. Et sur le papier, votre sécurité est absolue. Elle est presque mathématique. Mais il y a un problème majeur. Vous avez bâti cette forteresse exactement sur une faille sismique active. Exactement, c'est tout à fait ça. Et au Moyen-Orient, c'est précisément ce qui se passe avec l'architecture de sécurité aujourd'hui. Les murs épais ne sont plus du tout une garantie. Non, ils deviennent juste des tonnes de pierres prêtes à s'effondrer sur ceux qui s'y abritent au moindre tremblement de terre. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons plonger dans le document source qui décortique ce fossé gigantesque. Ce fossé entre, d'un côté, la rhétorique diplomatique américaine et de l'autre, la réalité brute et opérationnelle sur le terrain. Absolument. Et la question centrale qui émerge de cette analyse, pour nous, c'est de savoir si la réorganisation stratégique américaine vis-à-vis de l'Iran, particulièrement sous l'administration Trump, était un coup de maître géopolitique qui a unifié la région. Ou bien une manœuvre aveugle. C'est ça, une manœuvre qui en réalité a transformé les alliés du Golfe en de simples boucliers humains pour protéger les intérêts de Washington et Tel Aviv. Eh bien, en nous basant sur cette analyse critique, je vais défendre la position selon laquelle l'approche américaine, bien que brutale en apparence, était en fait une stratégie de confinement absolument nécessaire. Elle a vraiment forcé la région à une intégration défensive historique. Et de mon côté, je suis convaincue par une lecture totalement opposée. Je soutiendrai que cette vision idyllique masque une réalité où les États-Unis ont délibérément sacrifié l'autonomie du Golfe. Ils les ont forcés dans une alliance qui, finalement, attire le danger au lieu de le repousser. Commençons par la fondation de cette stratégie. Ce que Donald Trump lui-même décrivait dans ses déclarations comme une partie d'échec à très haut niveau. Une fameuse partie d'échec, oui. Exactement. Pour comprendre la logique de Washington, il faut regarder la situation juste avant le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA. L'analyse américaine partait d'un constat assez simple. Lequel ? Que cet accord n'était pas un barrage de sécurité, c'était un bandeau sur les yeux. Pendant qu'on se félicitait de ralentir l'enrichissement d'uranium, l'Iran construisait de manière exponentielle un arsenal asymétrique énorme de missiles balistiques et de drones. Oui, enfin, le développement de ces missiles n'était pas un secret non plus. Non, mais il était ignoré par l'accord. L'ancien président affirmait que sans l'annulation du JCPOA, Israël aurait été, je cite, incinéré à terme. Donc sortir de cet accord n'était pas un simple coup de tête. C'était la première étape d'une restructuration pour empêcher l'hégémonie iranienne. C'est la base même de la réelle politique en fait. Attendez, parlons-en de ce fameux jeu d'échecs à haut niveau. Parce que, si c'était vraiment une partie d'échecs, Washington jouait avec les pions des autres. Comment ça ? Vous parlez de neutraliser une menace, mais regardons l'effet immédiat sur le terrain. Le document démontre clairement que dès que les États-Unis ont déchiré cet accord, ils ont mis le feu aux poudres localement. L'administration américaine savait que l'Iran n'allait pas frapper directement le sol américain. Ils allaient frapper les intérêts américains ? Exactement, les intérêts disséminés dans le Golfe. Et pourtant, Trump s'étonnait publiquement que le Koweït ou les Émirats arabes unis soient ciblés. Il affirmait qu'aucun expert n'avait prévu cela. C'est une distorsion diplomatique flagrante, vous ne trouvez pas ? Je comprends vos réserves, vraiment. La friction à court terme a été sévère. Mais laissez-moi vous offrir une autre perspective pour les étudiants en relations internationaux qui nous écoutent. Je vous écoute. Si l'accord précédent était une digue pour eux, la stratégie américaine a consisté à construire un barrage solide en détruisant les capacités asymétriques iraniennes. L'analyse mentionne ces 22 navires mouilleurs de mines dont parle Trump. Oui, ceux prêts à bloquer le détroit d'Ormuz. Voilà. L'approche consistait à dire « nous devons détruire ces capacités ». N'était-ce pas un nettoyage tactique nécessaire ? On ne pouvait pas laisser l'Iran consolider son emprise sous le parapluie protecteur du JCPOA. Sauf que ce concept de nettoyage tactique est une illusion totale quand vous n'êtes pas celui qui nettoie les débris. C'est une façon de voir les choses. Vous ne pouvez pas construire un barrage en inondant délibérément le village de votre voisin pour protéger votre propre maison. Prenez l'exemple concret des infrastructures civiles aux Émirats arabes unis, cités dans l'analyse. Quand l'Iran a riposté à cette pression maximale, ce ne sont pas les bases au Texas qui ont tremblé. Non, bien sûr, c'était la région. C'était des aéroports, Exact. comme l'aéroport de Dubaï. Des images d'interception de missiles dans le ciel émirati ont circulé partout. Le prix de cette politique américaine, ce sont les États du Golfe qui l'ont payé. La géographie est têtue, elle condamnait le Golfe à absorber l'onde de choc. Je vous l'accorde. La géographie est têtue. Mais le Golfe n'a pas été laissé seul pour encaisser cette onde de choc, justement. Et c'est là que l'ingénierie diplomatique prend tout son sens. Ah bon ?
Oui, cette vulnérabilité que vous décrivez, elle a servi de catalyseur pour une transformation structurelle massive. Face à cette instabilité, il a fallu repenser entièrement l'architecture de sécurité. Cela nous amène à une date clé, le 15 janvier 2021. À 5 jours de la fin du mandat de Trump. C'est ça. Il signe une décision qui passe un peu inaperçue pour le grand public, mais qui change absolument tout. Le transfert d'Israël du commandement européen, l'UCOM, vers le commandement central américain, le CENTCOM. Je suis d'accord sur l'importance de cette date, c'est un point de bascule. Mais il faut expliquer concrètement ce que ça veut dire pour nos auditeurs. Historiquement, à cause des sensibilités politiques, l'armée américaine gérait Israël depuis l'Europe et les pays arabes depuis le Moyen-Orient. Les généraux ne pouvaient littéralement pas asseoir des officiers israéliens et saoudiens dans la même salle pour coordonner une défense. C'était un mur bureaucratique. Exactement. Et en intégrant Israël au CENTCOM, on a brisé ce mur. Cela a permis d'aligner physiquement et technologiquement Israël et les pays arabes. C'est ce qui a rendu possible la création en 2022 de l'Alliance de défense aérienne du Moyen-Orient, le fameux MED. La diplomatie s'est transformée en coalition militaire réelle. Oui, alors, sur le papier, briser ce mur bureaucratique a l'air d'une rationalisation brillante. Mais penchons-nous sur la réalité opérationnelle de ce MED. C'est vraiment le cœur de mon désaccord avec cette vision. Allez-y, je suis curieux. L'analyse montre que cette alliance n'est pas du tout un partenariat d'égal à égal. C'est une vassalisation sécuritaire totale des États arabes. On ne parle pas juste d'officiers qui boivent du thé ensemble. On parle de câbles en fibre optique, de liaisons satellites en temps réel. Oui, des technologies de pointe pour la détection. Sauf que les États-Unis ont poussé les pays du Golfe à dépenser des milliards pour acheter ces radars et batteries patriotes. Mais pourquoi faire ? Pour que ces radars, placés aux Émirats ou à Bahreïn, servent de système de détection précoce pour Israël. Attendez, ils servent à détecter les menaces pour toute la région, pas seulement pour Israël ? C'est un bouclier commun ? En théorie, oui. Mais regardez la géographie. Les Émirats et Bahreïn sont juste en face des côtes iraniennes. Si un missile balistique est tiré depuis l'Iran vers Tel Aviv, ce sont les radars arabes qui l'accrochent en premier. Les données partent aux États-Unis qui alertent le dôme de fer israélien. C'est le principe de l'interopérabilité. Mais de facto, les pays arabes sont devenus le fil de détente, la ligne de front d'une guerre israélo-iranienne qui n'est pas la leur. Ils ont financé avec leur argent des boucliers qui attirent les frappes sur leur propre sol. Ils achètent des paratonnerres très coûteux pour protéger la maison d'Israël, tout en attirant la foudre dans leur propre jardin. La métaphore du paratonnerre est frappante, c'est vrai, mais elle ignore une réalité implacable, l'alternative. Quelle alternative ? Être neutre. Avant cette intégration au CENTCOM, ces monarchies du Golfe étaient déjà des cibles potentielles, mais elles étaient isolées. L'Iran ne cachait pas ses ambitions hégémoniques. L'autonomie pure face à des milliers de missiles balistiques et de drones Shahed, c'est une chimère romantique pour un petit pays comme Bahreïn. Donc ils se soumettent pour survivre. Ils ont fait un calcul rationnel de survie étatique. Ils ont accepté de s'intégrer au réseau parce qu'un bouclier partagé, même s'il protège aussi un voisin que vous n'aimez pas forcément, c'est mieux que pas de bouclier du tout. Un calcul de survie. Prenons l'exemple extrêmement précis de Bahreïn, puisque le document s'y attarde en détail. Lors de l'attaque iranienne massive d'avril, plus de 100 missiles balistiques, 250 drones vers Israël, le prince de Bahreïn s'est vanté d'avoir utilisé leur système pour intercepter ces menaces. Oui, en citant l'article 2 de leur accord sécuritaire avec les États-Unis. Exactement. Mais qu'est-ce que cela signifie géopolitiquement ? Cela signifie que l'alliance fonctionne. Les systèmes ont intercepté les menaces. Cela signifie surtout que Bahreïn s'est extrait de la sphère d'influence saoudienne pour devenir, et je cite l'analyse, une garnison dans l'aile israélienne. Leurs militaires ont veillé toute la nuit pour défendre Tel Aviv, pas Manama. Ils défendaient leur espace aérien. Des drones qui ne leur étaient pas destinés. En agissant ainsi, ils ont officiellement abandonné leur neutralité. C'est l'illustration parfaite d'une soumission stratégique. Ils sont devenus une extension périphérique de l'architecture israélo-américaine. Mais vous inversez la cause et la conséquence. Si Bahreïn et les Émirats ressentent le besoin de s'intégrer si profondément, c'est bien à cause du comportement de Téhéran. C'est un aspect fondamental de la diplomatie américaine. Il faut prendre la rhétorique de l'Iran au sérieux. La rhétorique du « mort à l'Amérique ». Oui, ce n'est pas juste un élément de langage, c'est une doctrine opérationnelle. L'ancien président américain l'a souligné, on a affaire à un tyran du Moyen-Orient. Face à un acteur qui utilise des proxys au Yémen, au Liban, en Irak,
au Liban et en Irak, la seule dissuasion que l'Iran comprend, c'est la force écrasante. Sauf que la force écrasante perçue par l'un est une menace existentielle pour l'autre. C'est le dilemme de sécurité classique poussé à son paroxysme. Précisément, et pour contrer cette menace, il fallait un mur infranchissable. Le grand-père du prince de Bahreïn décrivait d'ailleurs la présence de la 5e flotte américaine comme une montagne de feu qui les protège. Dans l'esprit du Pentagone, si l'Iran voit un mur continu de radars, d'intercepteurs patriotes et TAAD, gérés par le CENTCOM, la dissuasion est totale. On rend le coût d'une attaque prohibitivement élevé. Mais c'est une lecture totalement occidentalo-centrée de la dissuasion, ça. Si on veut comprendre pourquoi cette politique met le Golfe en danger, il faut regarder la perception iranienne. Nos sources décortiquent la pensée stratégique de Téhéran. Et que disent-ils ? Pour l'Iran, cette intégration de bases américaines et de systèmes israéliens à quelques kilomètres de leur côte, ce n'est pas du tout perçu comme de la défense. Comment pourrait-il le percevoir autrement ? Ce sont des systèmes anti-aériens, donc par définition défensifs. Sauf qu'un radar de défense antiaérienne permet aussi de couvrir l'espace aérien pour une attaque préventive. Les Iraniens voient cela comme une tenaille offensive. Ils y voient une tentative délibérée de renverser leur système politique, de démembrer le pays. Ce que Washington appelle de la dissuasion, Téhéran l'appelle une préparation au changement de régime. Je vois. Donc ils ont modifié leur doctrine en conséquence. Oui, en redéfinissant leur cible. Les commandants iraniens affirment ouvertement que leur mission première est d'annuler l'impact stratégique de ces bases dans le Golfe. Détruire l'utilité de ces infrastructures, financées par les pétrodollars arabes, c'est devenu un objectif existentiel pour eux. Ce qui prouve bien la nécessité de s'en protéger. Non, ça prouve que l'ingénierie diplomatique américaine a transformé des pays arabes prudents en cibles légitimes de première ligne pour les gardiens de la Révolution. C'est un conflit perpétuel maintenant. Je trouve votre conclusion particulièrement sombre, car elle occulte les résultats tangibles obtenus. Oui, générer un dilemme de sécurité entraîne des frictions, mais regardons l'ensemble de l'échiquier. En forçant la fin de l'illusion du DCPOA, en impulsant les accords d'Abraham, la diplomatie américaine a imposé une chose inestimable, la clarté stratégique. La clarté au prix de la sécurité de leurs propres alliés. C'est cher payé. Au prix d'une transition difficile, oui. Mais aujourd'hui, d'anciens adversaires arabes et israéliens s'assoient à la même table de défense. C'est une alliance interrégionale inédite pour endiguer la menace balistique iranienne. Des pays qui se boycottaient hier partagent aujourd'hui des flux radars en temps réel. Le paratonnerre fonctionne, même si la foudre tombe parfois. La foudre ne tombe pas parfois, elle est attirée systématiquement. Et c'est vraiment ma conclusion. Cette soi-disant clarté stratégique est un piège. En subordonnant la sécurité du Golfe aux impératifs de Washington et de Tel Aviv, les États-Unis ont transformé la promesse de sécurité en une vulnérabilité partagée. Les Émirats et Bahreïn ont acheté au prix fort le droit d'être la ligne de front d'une guerre qui les dépasse. Eh bien que nos lectures sur l'efficacité et la finalité de cette architecture divergent profondément, il est évident que nous sommes d'accord sur un point central. La nature des relations au Moyen-Orient a définitivement changé. Exactement. Le transfert d'Israël vers le CENTCOM et la création du MED représentent une véritable rupture paradigmatique. Ils ont redessiné la carte des alliances. C'est indéniable. Et cela montre aux étudiants qui nous écoutent que la vérité géopolitique se trouve souvent dans la friction entre les discours officiels des superpuissances et les conséquences directes sur les acteurs régionaux. Absolument. Pour en revenir à notre métaphore du début, la question n'est plus de savoir si l'architecture américaine est belle sur le papier. La véritable question est de savoir si, en reliant tous ces bâtiments par des câbles hypersensibles, on a stabilisé la structure face à l'Iran. Aussi, on s'est assuré que le jour où le grand séisme frappera, tout l'édifice s'effondrera d'un seul bloc, entraînant tout le monde avec lui. Exactement. C'est sur cette question ouverte que s'achève notre échange d'aujourd'hui. Ce document offre encore beaucoup de matière à explorer et nous vous invitons à poursuivre votre propre analyse. Merci de nous avoir écoutés.